Bonjour Clément. Bonjour Cyril. Cyril Tichy, fondateur du cabinet 70-30 et en accompagnement sur les transformations managériales. Très heureux de t'accueillir dans cette formation. Dis-nous un tout petit peu plus sur ton parcours. Ouais, alors donc moi c'est Clément Giteau, j'ai 34 ans, je suis ingénieur en R&D et surtout je suis là aujourd'hui pour parler de sport parce que je pratique le triathlon longue distance et notamment l'Ironman, donc le triathlon le plus long. Donc voilà pourquoi je suis là avec toi aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. C'est incroyable les parallèles qu'il y a entre le management et le sport. Et finalement, aller chercher de la performance, aussi bonne soit-elle, doit se faire vraiment avec le plaisir, avec la préparation. Et donc, on aura justement l'occasion d'échanger et puis les retours qu'on a pu avoir déjà derrière cette première journée. Un des premiers sujets qui est clé, c'est la planification. On le sait, et c'est la même chose dans l'industrie. Donc moi, je parle d'industrie, mais ça peut être aussi bien de l'industrie manufacturière, on peut être dans la R&D, on peut être dans tout type d'activité. On le sait, ça c'est fondamental. Si on n'a pas une bonne planification, si on n'est pas clair sur là où on va, on n'obtient absolument pas les performances escomptées. Et on voit le parallèle avec le sport. Est-ce que tu peux nous partager un peu les pratiques? Oui, complètement. Comme je l'explique souvent, en fait, la planification, notamment pour la préparation d'un Ironman, elle se fait à la fois au jour le jour, sur les semaines, mais également sur les mois et même sur l'année. On ne part pas dans l'inconnu. Je sais exactement sur quelle course je vais m'aligner quelques mois avant. Et du coup, derrière, on crée un planning d'entraînement avec… alors, j'ai eu la particularité d'avoir pour cette année 2 coachs différents, mais on crée un planning d'entraînement pour être le plus performant le jour J. Et donc, il y a des phases de repos, il y a des phases d'intensité, il y a des phases d'endurance. Et puis au quotidien, je sais que le mardi, je vais aller nager, le jeudi, je vais aller courir. Et des fois, c'est 2 entraînements par jour. Donc, c'est une organisation de tous les jours et dans un seul but de réussir la course qui est tel mois, tel jour et qui est l'objectif de l'année. Ces parallèles sont assez incroyables parce que quand en effet je rencontre des industriels de haut niveau, il y a un point clé sur lequel ils sont véritablement très attachés, c'est d'avoir une stabilité dans leur planification. C'est-à-dire, on peut très bien avoir des changements, hein, ça c'est des choses qui arrivent. En revanche, se dire la semaine prochaine, c'est ça qui est au plan, c'est clé parce que si on a des changements incessants, on perd les équipes, on peut même perdre des fournisseurs, on peut perdre de la matière. Et ceux qui ont du mal à accrocher cette étape qui est fondamentale perdent énormément de performance. Et là, dans les échanges qu'on a pu avoir, ce que j'ai bien senti, c'est que tu avais même une planification long terme sur tes prochaines Ironman, sur les prochains défis. Comment tu le visualises? Ouais, en fait, pour moi, il y a 2 choses. À la fois, il y a une certaine routine qui s'installe, c'est-à-dire que je sais très bien que tous les mercredis, je vais nager avec le club le midi, que le soir, je vais à la piste. Et ça me rassure et ça diminue la charge mentale du quotidien. Je sais que tel jour, j'ai tel entraînement. Le contenu de l'entraînement peut changer, mais ça m'aide à m'organiser. Par contre, comme tu disais, je me projette aussi à plus long terme et j'essaie de me donner des nouveaux objectifs et trouver à chaque fois quelque chose de nouveau à aller chercher parce que sinon, j'aurais, je pense, arrêté après le premier Ironman en me disant j'ai fait un Ironman, c'est très bien. Mais là aujourd'hui, j'en suis à 8 du coup et j'essaie de chercher un nouvel objectif, que ce soit en temps, que ce soit en place, mais c'est peut-être aussi un parcours différent. Et c'est ça qui me motive au quotidien et qui me donne du plaisir à aller m'entraîner parce que j'ai un but qui est nouveau à chaque fois. Mais ça peut se planifier 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance. Quand j'ai voulu participer au championnat du monde d'Hawaï, j'ai commencé à en parler en 2019 et je les ai fait en 2022. Donc il y a eu 3 bonnes années qui se sont écoulées. Et aujourd'hui, on y retournera peut-être, mais je trouverai d'ici là, en tout cas, un nouvel objectif sur ce genre de course qui sera à travers un temps, qui sera à travers un parcours plus difficile ou différent, ou un pays, des conditions climatiques différentes. Et c'est ça qui me nourrit au quotidien pour m'entraîner. J'adore quand tu dis on y retournera peut-être, puisqu'on sent bien qu'il y a une notion de collectif.
Et là, on a rassemblé une petite centaine de salariés dans cette formation pendant laquelle tu as pris la parole. Et c'est extrêmement important et on le voit que tout le monde ait ce même langage, tout le monde soit aligné, tout le monde ait l'occasion de partager les mêmes sensibilités, y compris même dans la façon de vivre les choses. Ce que j'aime bien, c'est effectivement, un Ironman, on a l'impression que c'est un surhomme seul, alors que en fait, dans les échanges qu'on a pu avoir, on voit qu'il y a un staff, il y a une équipe, et ces clés, c'est quoi justement ces clés? Ouais, indirectement, et comme tu l'as souligné, j'ai pas fait exprès de dire on y retournera. Et quand je dis on y retournera, c'est pas juste avec mes proches, ma famille, que ce soit ma compagne, mon fils et compagnie, mais c'est aussi toutes les personnes qui sont autour de ce projet. Alors la famille un peu plus élargie, les parents, les frères, les cousins et compagnie, frères et sœurs, mais aussi les coachs, les partenaires d'entraînement. Et j'essaie aussi d'emmener tout le monde autour de ça, en tout cas de faire partager ça, mais surtout, moi, je me nourris d'eux à l'entraînement et sur les courses. Je n'imagine pas aller sur un Ironman tout seul, parce que la motivation, le jour J, serait beaucoup plus difficile à aller chercher. Là, aujourd'hui, quand je cours et que je passe à côté de mes proches, j'ai un regain d'énergie qui est incroyable, et les moments qui peuvent être difficiles, j'ai besoin de les voir, j'ai besoin de juste voir qu'ils sont là, qu'ils sont avec moi, pas forcément rentrer non plus trop dans de l'émotion, se croiser les regards, parce que là, du coup, émotionnellement parlant, c'est compliqué à gérer au bout de 7-8 heures de course. Mais par contre, savoir qu'ils sont là et qu'ils m'accompagnent dans cette aventure et parfois dans cette souffrance physique, ça aide énormément. Donc, effectivement, quand je dis nous, c'est un peu tout ce collectif. On s'entraîne beaucoup tout seul. Sur la course, on est tout seul, mais ça reste un projet collectif. Et puis, juste l'aparté par rapport notamment à Hawaï, c'est sûr que je ne peux pas prendre la décision de partir tout seul à Hawaï du jour au lendemain, parce que c'est un voyage qui est lourd, qui est long, qui est aussi coûteux forcément. Donc tout ça, c'est également un projet familial en fait. Tu as évoqué l'environnement, donc bien sûr la famille qui joue un rôle clé. Tu as évoqué aussi voilà, le staff de proximité et le coaching, le coach. Dans l'industrie, dans les entreprises, la notion de coaching se fait encore de façon par petites touches. C'est-à-dire que souvent, on va utiliser un coach pour aider quelqu'un à monter sur des étapes auxquelles il n'était pas complètement prêt, ou éventuellement par rapport à des difficultés. Dans les pratiques 70-30, j'inscris le coaching véritablement dans un acte hebdomadaire dans lequel toutes les semaines, en fait, chaque manager est amené à soit coacher ou éventuellement être suivi et qu'on ait cette culture du feedback. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point il y a une intimité fine avec le coach qui finit par prédire en fait les courses, comment elles se font, et qui sont d'excellents points de repère dans les échanges qu'on a pu avoir. Quelle place a pris justement le coaching dans ton développement personnel et de performance du coup? Oui, tu as raison. En fait, au fil des années, donc moi ça fait depuis 2018 que je fais du longue distance principalement. Et petit à petit, je me suis organisé personnellement et aussi par l'intermédiaire de mon coach au mon premier temps, donc avec Guillaume, et puis avec un second coach sur la partie vélo, parce que j'avais identifié que c'était ce point que je devais améliorer. Et surtout, tout seul, je ne voyais pas comment je pouvais passer des caps. Et là, je me suis entouré, alors j'ai aussi gratté un petit peu, j'ai cherché la personne qui me correspondait le plus et la personne qui, je pense, allait m'apporter le plus sur la pratique du vélo. J'ai identifié ces personnes, on a pris contact, ça a bien matché, on s'est dit ok, on part sur ce projet-là. Et du coup, il y a une notion de confiance qui est super importante. C'est-à-dire que moi, je lui fais confiance dans ce qu'il me fait faire au quotidien en entraînement. Et je pense que lui, il a confiance aussi parce que je m'investis à 200%. Et s'il me dit tu as 6 heures de vélo, je me débrouille pour faire les 6 heures de vélo. Donc je pense que sur la planification qui a été faite avec mon coach vélo depuis novembre, il doit peut-être manquer 1 ou 2 heures au global qui était prévu, mais sinon j'ai tout fait.
Et cette notion de confiance, qui est un peu c'est donnant-donnant, nous a amené à planifier une performance hyper précise et à anticiper des temps, des valeurs de puissance. Donc en vélo, on parle de watts, des valeurs de puissance, des valeurs de cardio vraiment précises que je pensais pouvoir faire sur la course, que je n'avais encore jamais faite. Et au final, le jour de la course, ça s'est réalisé et je me dis, on était vraiment dans la précision, dans l'anticipation, dans l'entraînement et la mise en place de performances. Et c'est ça qui est super, c'est de s'entourer de personnes qui sont capables après de dire, tel jour, tu feras telle puissance, telle performance, tel temps, parce que depuis des mois, tu t'entraînes pour faire ça et je sais que tu es capable de le faire. Et ça aide vachement à se persuader soi-même qu'on est capable de le faire. Je pense que tout seul, je ne me serais jamais mis ce genre de temps, ce genre d'objectif de puissance. Ou alors, je l'aurais fait, mais de manière totalement improvisée. Donc, ça aurait été une chance de faire ce que j'avais prédit. Là, il m'a aussi mis en confiance en me disant que j'étais capable de le faire. Ça, c'est super important. Donc, bien s'entourer, à la fois de la famille, des proches pour le côté soutien, mais aussi bien s'entourer par les coachs pour être performant et connaître la vraie valeur de notre niveau en fait. Ça fait partie des retours qu'il y a eu durant ton intervention et durant cette première journée qui s'est faite avec la petite centaine de personnes qui étaient rassemblées ici. Ce qui ressort de façon nette, c'est la compréhension de la place des émotions. Il voit très bien qu'aller chercher de la performance, il y a de la technique, donc il y a un vélo, carbone, etc. On peut acheter le matériel que l'on veut. Par contre, si on n'est pas soi-même dans sa tête, en maîtrise de ce que l'on a prévu de faire et à gérer aussi les émotions, parce qu'il faut se le dire, il y a des jours ça va et puis il y a des jours ça ne va pas. Il y a des vents qui sont favorables et puis des fois on a des vents contraires. Et dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. Des fois, ça déroule pleine balle. Et puis, à d'autres moments, il y a des coups de galère. Et là, il faut être en capacité de gérer ses émotions, sans quoi des choses obscures peuvent ressortir. Et ce qui vient, je dirais, compliquer des situations qui l'étaient déjà suffisamment. Cette gestion des émotions, on l'a vu jusqu'à dans la pratique du sport, vraiment sur l'écoute de soi vis-à-vis du cardio, vis-à-vis des émotions que tu peux avoir sur le bord de piste, mais j'en dis pas plus. Comment tu en as pris conscience et comment tu l'as apprivoisé, y compris dans des situations peut-être un peu extrêmes? Ouais, en fait j'apprends de chaque course, et principalement des Ironman, parce que c'est la course où le physique, les émotions sont le plus mis à l'épreuve. Et au fil des années, au fil des courses, j'apprends alors j'allais dire de mes erreurs, ce n'est pas forcément des erreurs, mais j'apprends des situations auxquelles j'ai été confronté. Et sur les premiers Ironman, j'avais beaucoup de mal, par exemple, justement à être en contact, alors c'est visuel, mais en contact avec mes proches, parce que émotionnellement, c'était trop fort. Quand on est à 6, 7, 8 heures de course, qu'on est fatigué physiquement et mentalement, de voir quelqu'un avec qui on est proche, et notamment du coup ma compagne, j'avais vraiment du mal à gérer cette émotion et j'avais presque envie qu'elle parte pour que je puisse redescendre en cardio, parce qu'en fait j'avais un trop plein d'émotions, j'avais le cardio qui montait et c'est pas bon sur une course aussi longue d'endurance, il faut être le plus stable possible. Donc là j'avais des pics de cardio à 190 en plein milieu d'un marathon, c'est pas conseillé. Mais j'ai appris à gérer ça justement en anticipant et en me préparant à ce genre de situation. Je fais beaucoup de préparation mentale et de visualisation. Alors c'est pas quand je dis préparation mentale, je ne vais pas dans des extrêmes, mais c'est vraiment visualisation de la course, que ce soit sur le parcours, mais aussi des scénarios que je peux avoir le jour de la course. Et il y a deux choses que je ne maîtrise pas, c'est le temps. Exemple sur le dernier Ironman qui était à 3 jours, où on a eu un temps qui était cata pour un mois de juin. Et le second point, c'est en général, c'est le ressenti du jour et plus particulièrement le sommeil. Et en fait, j'ai une deuxième anecdote là-dessus, c'est que sur l'Ironman de Nice, au championnat du monde 2023, mon petit bonhomme avait décidé de ne pas dormir cette nuit-là, alors qu'il fait tout le temps ces nuits. Et du coup, à 2 h du matin, j'étais en train d'essayer de le calmer. Et je me disais, mais je me réveille à 4 h. Donc en fait, il me reste 2 heures à dormir. J'ai même fini à dormir sur un matelas dans la cuisine, dans l'appartement à Nice, pour essayer d'être un peu au calme. Donc en gros, j'ai dormi 1h30. Et ça, je m'étais préparé. Je m'étais dit, voilà. Alors ça a été dur, attention. Mais je m'étais dit, peut-être que ce jour-là, je ne serais pas en forme. Peut-être que je serais fatigué.
mais je le savais, je m'étais préparé. Je me suis dit, ok, si ça arrive, ok, très bien, mais tu es entraîné. Donc physiquement, je ne dois pas avoir de doute. Je sais que physiquement, je peux le faire. Après, mentalement, au niveau de la fatigue, au niveau des émotions, bah, je me prépare à différents scénarios. Et autre anecdote sur cette course de Nice, où à un moment, je suis doublé en vélo par Laurent Jalabert. Et j'ai envie de le suivre, mais je sais aussi, et je me calme très vite, parce que je sais aussi que si j'essaie de le suivre, je vais être au-delà de ce que je dois faire, au-delà de la puissance que je peux développer, du cardio. Et je me suis reconcentré à me dire, ok, pars en vélo plus loin. Et moi, mon point fort, c'est plus la course à pied. Donc, si besoin, je te rattraperai à la course à pied si je dois te rattraper, mais pas sur le vélo. Et du coup, il faut se préparer à ça. Peut-être que si ça avait été 3-4 ans avant, en 2019, sur mes premiers Ironman, je serais parti à fond pour essayer de le suivre. Et en fait, je me serais complètement cramé dès le vélo et j'aurais sûrement fait un très, très mauvais marathon. Donc maintenant, j'essaie vraiment de préparer tout ça et de me mettre dans ma bulle avant en me disant, voilà, il est possible que tout se passe bien, mais c'est aussi possible que j'ai une crevaison, que j'ai une chute, qu'il pleuve, qu'il fasse froid. J'ai même eu de la grêle sur l'Ironman de Cork en Irlande. C'était un peu prévisible en Irlande. Mais voilà, sur samedi dernier, sur la course, on a eu très froid, on a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Il faut essayer de se préparer à ça et se dire que ça peut potentiellement être très difficile, comme, pas facile, mais ça peut très bien se passer, comme avoir beaucoup de difficultés. Donc, anticipation et visualisation, que ce soit de la course, des scénarios et du parcours également. Sur un certain nombre de sujets qu'on a eu le plaisir d'évoquer ensemble et à trouver plein de parallèles en fait entre des pratiques de management en entreprise et puis les entraînements. Il y a des expressions que je trouve dommageables dans leur compréhension. C'est souvent on dit aux gens il faut sortir de votre zone de confort, comme s'il y avait une forme de reproche. Alors que disons c'est tout le contraire. Il faut développer sa zone de confort. La zone de confort, après il y a la zone de génie où on excelle, mais la zone de confort, c'est là où on est bon. Et c'est cette zone-là qu'il faut développer. Et c'est des messages contre-intuitifs, mais je les passe. Et les gens comprennent à quel point c'est important d'être à l'aise dans son activité, dans son job, parce qu'on ne peut pas passer des journées de travail en difficulté ou en souffrance. Et au contraire, il faut réussir à développer cette zone dans laquelle on est bon. Là encore, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de parallèles, y compris dans tes entraînements. Et c'était vraiment intéressant cet échange. Ouais, pour moi, j'ai deux objectifs. En fait, quand je fais ce genre de courses et tous ces entraînements, j'ai un objectif de performance où je veux progresser et de plaisir. Le deuxième objectif, c'est le plaisir. Je veux prendre du plaisir à faire tout ça. Le jour où je ne prendrai plus de plaisir, il n'y aura pas de sens. Donc j'arrêterai ou je ferai autre chose ou je ferai peut-être des distances plus courtes. Le jour où je me dis c'est fini, ok, je ne veux plus faire ces distances, j'arrêterai et je ferai moins long. Mais pourquoi je dis ça? Parce que dans la notion de plaisir, c'est quand même plus agréable de faire ce qu'on aime au quotidien et d'appuyer sur ses points forts. Donc moi, en l'occurrence, c'est plus course à pied et natation, que de ne travailler que ses points faibles, entre guillemets, qui seraient le vélo en fait. Donc j'essaie d'être homogène, mais forcément là où j'ai le plus de temps à gagner, ça serait le vélo, ok. Mais par contre, c'est pas forcément des trois sports, c'est pas forcément le sport sur lequel je prends le plus de plaisir à m'entraîner. Donc je préfère appuyer sur mon point fort qui est la course à pied et me dire qu'à chaque fois que je vais poser le vélo, je vais commencer une remontada comme on entend des fois dans les vidéos auprès de mes proches. Donc je préfère appuyer ça et prendre beaucoup de plaisir à m'entraîner là-dessus. Je m'entraîne quand même en vélo parce que c'est du triathlon, j'ai les trois sports, mais j'appuie sur les points forts sans oublier les points faibles. Mais par contre, je ne sors pas au quotidien de ma zone de confort à l'entraînement. Je sors de la zone de confort dans la performance, dans les intensités que je recherche, mais pas dans le plaisir. Si je prends aucun plaisir à l'entraînement, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, c'est pas mon métier. Je fais ça principalement et avant tout par plaisir de l'effort, du dépassement de soi. Mais il faut que ça soit à la fois sur les courses, mais aussi au quotidien sur les entraînements. Donc fort sur les points forts. En gros. Ah, exactement, appuyer sur les points forts. Dans les autres points clés sur lesquels j'ai pu faire des parallèles entre le management dans une entreprise et puis ta pratique de sport de haut niveau, c'est sur les enchaînements et c'est sur
les phases de préparation. En gros, si on attaque une journée de la mauvaise façon, on sait qu'elle va être difficile. Dit autrement, il n'y a rien de tel que d'avoir les conditions pour bien démarrer. Et pour avoir les bonnes conditions pour bien démarrer, ça veut dire qu'il faut accepter qu'on termine et que au moment où on clôt la journée précédente, on nettoie, on met les choses là où elles doivent être pour que quand on démarre une activité, on soit véritablement directement dans l'action et pas avoir le sentiment d'avoir un gros travail de préparation, ce qui vient pomper 20, 30, 40% d'énergie et donc être complètement contre-intuitif. Les parallèles sont nombreux, aussi bien sur les enchaînements qu'il y a entre les disciplines, mais aussi au niveau des entraînements. Tes pratiques en la matière? Complètement. Je l'ai dit juste avant, en fait, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas professionnel, donc je cours après le temps. Alors, j'essaie de faire le moins de temps possible sur les courses, mais au quotidien, j'aimerais que les journées soient beaucoup plus longues. Donc, c'est un peu paradoxal, mais l'idée, c'est d'anticiper au maximum et de m'organiser au quotidien pour pouvoir caler tous mes entraînements. J'essaie de faire du sport tous les midis. Mais c'est sûr que si tous les midis, je dois aller chercher où est mon short, où est ma paire de baskets, où est ma paire de chaussettes, au lieu de courir 1 heure et prendre 1h30 de pause avec la douche et le repas, je vais courir 40 minutes, quoi. Donc en fait, la veille ou le matin même, je prépare tout pour être sûr que si à midi, je quitte mon ordinateur, à midi 3, je suis déjà en train de courir, quoi. Je me change le plus rapidement possible pour optimiser ça. Et pareil pour la natation, si je dois aller à la natation, mes affaires elles doivent être prêtes. Si je cherche pendant 10 minutes mon maillot de bain, forcément, ça va pas le faire. Et où c'est le plus marquant, c'est peut-être sur le vélo, parce qu'on le sait, tous ceux qui font du vélo le savent, si on va rouler par exemple l'hiver, c'est très long, il faut s'habiller, il faut préparer le vélo, il faut le nettoyer. Si on ne l'a pas nettoyé la séance d'avant et qu'on commence par nettoyer son vélo, déjà je pense qu'il y a 60% de la motivation qui part et puis on va surtout perdre 1 heure, quoi. Donc en général, je me fais un peu violence, mais même si je dois rouler 4 heures et qu'il pleut, je rentre, je nettoie mon vélo, comme ça je sais que la fois d'après, déjà j'aurai plaisir à le retrouver, à le reprendre, et puis j'aurai pas cette perte de temps de remettre le matériel à niveau et je pourrai partir directement sur mon entraînement. En fait, il n'y a rien de plus frustrant que de se dire je vais nager 1 heure ou je vais faire 3 heures de vélo et de pouvoir faire que 45 minutes ou 2h30 parce que j'ai eu un problème de matériel et je n'avais pas anticipé. Ça m'arrive. Un chargeur qui n'est pas chargé, une montre pardon, qui n'est pas chargée, ou le dérailleur qui n'est pas chargé, ou des bouchons sur la route quand je vais à la piscine le midi, c'est quelque chose qui m'est insupportable parce que je me dis je vais réduire mon temps d'entraînement, mais ça j'y peux rien. Par contre le matériel c'est hyper important, donc je fais en sorte de toujours commencer dans de très bonnes conditions. Et si on fait le parallèle sur les courses, c'est pareil, on anticipe beaucoup sur les Ironman, on prépare les affaires la veille, donc on pose le vélo dans le parc à vélo la veille. Et du coup, j'essaie de visualiser tout ce que j'ai à faire pour que le jour J, je n'ai pas à réfléchir où est ma chaussette gauche, où est ma chaussette droite, est-ce que mes lunettes ont été positionnées dans le bon sens, est-ce que mon casque est dans le bon sens. Voilà, j'essaie de tout organiser pour qu'au moment où j'arrive devant mes affaires, le casque il est déjà dans le bon sens, j'ai juste à le mettre sur la tête, les chaussures et les chaussettes sont bien mises, bien ouvertes. Voilà. On visualise et on anticipe au maximum pour gagner du temps, déjà c'est important. Et toujours pareil, c'est baisser, diminuer la charge mentale et juste penser à appuyer sur les pédales ou courir le plus vite possible ou tourner les bras le plus fort possible pour la natation. Mais c'est toujours dans cette notion d'optimisation. Et en fait, on peut gagner du temps sans s'entraîner beaucoup plus, mais juste parce qu'on est bien organisé et on a bien préparé, anticipé tout ce qu'on a à faire. Il y a beaucoup de choses à faire sur un Ironman. Donc, c'est important. Et comme on dit, le diable se cache dans le détail. Et une anecdote que tu m'as partagée, mais ton classement pour le classement mondial s'est fait à 18 secondes de celui qui n'a pas lui été classé. Et on voit bien que c'est ce niveau de détail qui fait que derrière, on peut essayer d'appuyer plus fort sur les pédales, mais ça serait dommage de perdre du temps sur justement les transitions. C'est ça. Donc, la qualification pour l'Ironman d'Hawaï 2022, donc pour les championnats du monde Ironman, en fait, elle s'est jouée à 18 secondes. Moi, j'étais dans la place qualificative et le concurrent qui était juste derrière moi, en fait, j'étais 3e, lui était 4e et 18 secondes derrière, quoi. Donc à 18 secondes, 18 secondes de plus, je n'allais pas à Hawaï.
Et ça s'est peut-être joué effectivement sur les transitions, sur une paire de chaussettes qui était préparée et lui peut-être pas. On ne saura jamais. Sûrement qu'il est allé à Hawaï depuis, j'espère pour lui, mais c'est vrai que ça se joue à rien. Pourtant, c'est des courses qui durent autour des 9 heures. Donc on pourrait se dire on n'est pas à 2 minutes près, mais si en fait, parce qu'on s'entraîne tous à peu près au même niveau, on donne la même intensité et du coup on se retrouve parfois à se jouer les places au sprint presque. Donc tout a une importance, que ce soit l'aérodynamisme, que ce soit effectivement le matériel, mais bien tester son matériel avant, parce que si le jour de la course on a mal aux pieds parce que c'est la première fois qu'on met les chaussettes, ça paraît stupide, mais ça a une importance considérable sur la performance. Et ça, on n'a pas le droit, en fait, à bout d'un certain moment et à un certain niveau, on n'a pas le droit de laisser place à un peu d'improvisation. Et on le voit avec ces fameuses 18 secondes auxquelles je fais souvent référence, parce que c'est peut-être 18 secondes qui ont changé mon envie de continuer à faire du triathlon et qui me motive encore aujourd'hui, après avoir vécu Hawaï 2022, qui était incroyable. Là, on le voit, on était dans une formation, ton intervention aujourd'hui donc, a été hautement appréciée et sans motivation, je dirais qu'il n'y a pas véritablement le plaisir et l'envie de le faire encore et encore. Et là, c'est la troisième fois qu'on le fait ensemble et c'est vraiment à chaque fois chouette. J'ai même envie de te poser la question, toi, qu'est-ce qui te nourrit des échanges que l'on a dans ces sessions ensemble et avec les personnes qui sont venues qui ont profité justement de ce témoignage? Alors, déjà, moi, j'adore partager. J'adore partager ça parce que c'est de plus en plus connu, le milieu du triathlon et de l'Ironman, mais il y a aussi beaucoup d'idées reçues. Donc, la première chose que souvent les gens me disent, c'est moi, je ne pourrais jamais faire ça et tu m'as déjà entendu le dire, je le dis tout le temps que n'importe qui peut le faire. Chacun va mettre le niveau auquel il souhaite, mais vraiment sur les courses, il y a tout profil. Donc, c'est déjà juste partager ça, le fait que ce soit accessible. Il faut juste donner les moyens et s'organiser pour le faire. Effectivement, il faudra s'entraîner, mais c'est accessible. Et le deuxième point que j'apprécie, c'est effectivement faire les parallèles, mais c'est aussi quand j'ai des échanges avec les gens, souvent après, où ils s'intéressent et où je donne en partageant mon expérience, j'ai l'impression de leur donner des tips, des clés pour améliorer que ce soit leur performance pro, mais peut-être même au quotidien sur la nutrition, mais des choses parfois un peu futiles, mais voilà, des bonnes pratiques et juste se dire que en discutant avec eux, possiblement je vais leur apporter quelque chose au quotidien. Encore une fois, que ce soit dans leur vie personnelle ou leur vie sportive ou leur vie pro, mais c'est juste de dire que faire ce sport, ces longues distances ont un intérêt autre que juste me faire plaisir et de partager ça et que ça puisse aider possiblement des gens dans différents environnements, mais vraiment cette notion de partage et d'aide, quoi. Je trouve ça assez valorisant et ça met en avant aussi une pratique que je trouve superbe. Ouais. Non, mais c'est de l'échange. Ouais, carrément et c'est précieux. On est véritablement dans les valeurs partagées par le cabinet 70-30 et cette volonté, on est dans le transfert, on est dans le partage et on se nourrit de toutes les expériences. Et là, c'est vraiment, je trouve, des moments qui sont forts parce que le quotidien n'est pas toujours ultra simple. Et de trouver comme ça des ressorts, des façons de faire qui montrent qu'on est capable de faire des choses assez incroyables. Enfin, merci beaucoup pour ces témoignages, un vrai plaisir énorme. Donc merci Clément. C'est toujours un plaisir aussi de partager ça. Et souvent c'est juste après des courses, donc il y a encore l'émotion de la course qui est là, donc c'est sympa de partager ça un peu quasiment en live avec toi et puis les gens qui nous accompagnent à chaque fois. Exactement. Merci beaucoup. Merci Clément. Merci. Nickel.